bienvenue pour la FAQ de l'année. Moi, chaque année, en fin d'année, je fais plusieurs lives de FAQ, de discussions, de choses. On va revenir sur des choses sur l'année. J'ai pas mal de notes que j'ai prises tout au long de l'année sur divers éléments, divers sujets, des trucs qui m'ont agacé, des trucs intéressants. De toute façon, dès qu'on est connecté à X, il y a toujours plein de choses intéressantes qui se passent. Surtout beaucoup d'idioties. Certaines, on va y revenir sur certaines idioties que j'ai pu voir, que j'ai pu constater. Il s'agira aussi bien sûr de répondre à vos questions, donc n'hésitez pas dans le chat si vous en avez. Ah bah bonsoir. Samir, on va peut-être commencer par toi, parce que je sais pas si tu seras là dans les FAQ suivantes et tout ça. J'ai un truc à te partager. C'était un truc assez scandaleux. Oui, je te partage des scandales, exactement. Mais quelque chose qui va te toucher directement, puisque tu as été pendant des années critique papier cinéma. Et je vais peut-être commencer par ça, parce que tu es là, pour que tu puisses entendre. Le sujet est la différence entre des gens qui font du cinéma et des gens qui regardent le cinéma. Plus vulgairement, entre des professionnels donc qui fabriquent des images et les critiques qui questionnent ces images. Vous savez, j'ai publié la vidéo sur Kaizen, il y a eu beaucoup de gens qui ont donné leur petit avis dessus, et notamment des avis sur la vidéo de Reggie Gorilla, sur Kaizen. Ça a fait beaucoup de mal généralement à la réception critique, la médiatisation de la vidéo réaction de Reggie Gorilla. Il y a eu une chaîne YouTube qui s'appelle Adelin. C'est une chaîne YouTube consacrée plutôt aux caméras, à l'étalonnage, à la réalisation. Le mec, c'est un réalisateur et un étalonneur. Il se trouve qu'il a fait une réaction aux propos de Reggie Gorilla. Et à un moment, il a tenu un propos sur les critiques de cinéma que je trouve un peu symptomatique d'une certaine génération et aussi un peu symptomatique, malheureusement, de clichés. Et je souhaitais partager ce cliché avec vous. C'était dans un live qui durait 4h17, l'extrait est à 2h14, je le précise parce que le live n'existe plus, mais sauf que moi j'avais gardé une copie, évidemment. Bon, je pense pas qu'il soit très au courant de ce que c'est qu'un critique de cinéma, parce que lui, il y est allé avec un cliché que je trouve blessant. C'est pas que je m'identifie aux critiques de cinéma, mais quand même, j'ai fait l'université et les critiques de cinéma, pas tous, mais beaucoup, ce sont des gens absolument passionnants. Et ce qu'il en dit, moi, ça m'a beaucoup blessé. Je vais vous dire ce qu'il a dit. Alors, je ouvre les guillemets. Les mecs sont... Alors, bon, c'est du parler que j'ai écrit, donc voilà. Les mecs sont des maîtres de conférences, mais ce ne sont que des... Je vais y arriver, pardon. J'ai pas bu, je vous promets. Mais ce ne sont que des journalistes. Ce sont des critiques cinéma. Mec, t'es en fac de ciné, t'es là pour apprendre à faire des films, pas pour apprendre à les regarder. Je commenterai après tout ça après, parce que là il y a déjà un truc énorme qui est dit, le mec il se trompe d'auberge. Et le mec, il arrive, il raconte son truc, tout l'ensemble du cours, ce ne sont que des mecs qui critiquent et qui imaginent des films alors qu'ils n'ont jamais vu un tournage, ils n'ont pas pris le temps de faire de la recherche sur le réalisateur. Ce n'est pas eux qui t'apprennent à faire du cinéma. Ils vont t'apprendre à regarder un film. Moi, je trouve qu'ils ont une forme de mépris. Tous les journalistes ciné. Ce truc de « moi, je juge », tu vois. Et en exemple un peu plus concret, parce que là, c'était n'importe quoi, il évoquait une conférence. Alors, cette conférence, je ne l'ai pas cherchée, j'aurais dû, parce que ça aurait été intéressant. Une conférence où le conférencier en question parlait de Gaspard Noé, notamment de son film Enter the Void, et parlait de références bibliques. Voilà, qu'il y aurait des références bibliques dans Enter the Void. Mais après, quand on écoute Noé en parler, il dit « Non, c'est juste que je voulais illustrer un trip sous LSD, et donc j'ai pris le livre tibétain sur la résurrection, et j'en ai fait un film. » Voilà, donc il y a un paradoxe entre ce qu'un critique pourrait imaginer d'un film, ou travailler sur un film, et la réalité vraie. Et pour lui, ce paradoxe montre que les critiques cinéma sont des gens qui s'écoutent parler en parlant de sujets qu'ils ne maîtrisent pas, sur des films qu'ils ne maîtrisent pas, parce qu'ils n'en ont pas fait, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que créer. Voilà. Mais après, encore une fois, fait-il des références bibliques
inconsciemment, parce que je pense qu'il y a eu quand même une démonstration de la part du conférencier sur la référence critique, les références critiques, elle est là, à l'image. En fait, tout le monde peut la voir, tout le monde peut la considérer. Et après, ce qu'a fait Noé avec la digestion de ce qu'il a pu avoir comme lecture avant de lancer le film. Donc voilà. Bon, je pense que la première chose à dire, et je pense qu'ici dans le chat, à peu près tout le monde sera d'accord, l'université n'est pas là pour t'apprendre à faire des films. Ça, c'est souvent l'erreur que font les gens qui ne se sont pas informés. Alors des fois, il y a des Master Pro, ça arrive, mais ce sont absolument pas toutes les universités qui en ont. Qui plus est, dans le sujet de cinéma, l'université va affiner ton regard et te proposer un panel sur l'esthétique et sur l'histoire des images. C'est ça, l'université en cinéma. Il y a encore une fois, des succursales qui permettent des choses plus professionnelles, mais c'est rarement bien soutenu par la hiérarchie et c'est pas toutes les universités qui les ont. Bon. Donc déjà, le mec, il sait même pas ce que c'est que l'université. C'est pas grave, hein. On peut se tromper. Mais à un moment, il faut pas être en mode coquille, là, on arrive, on dit ses vérités. Et c'est quelqu'un qui a fait l'université qui vous le dit. Et qui a fait une école après, donc je peux voir la différence mais j'ai pas fait de BTS, c'est peut-être la chose qui me manque. Ensuite, qu'est-ce que j'avais encore noté? Alors je pense que les réalisateurs, que les critiques ou les conférenciers font un travail sur les réalisateurs, mais encore une fois, comme pour tout, on n'est pas dans la capacité de tout avoir en tête. On n'est pas dans la capacité aussi de tout voir. Et je pense que l'idée d'attaquer une œuvre sur un angle alors que le réalisateur n'avait pas forcément vu sous cet angle, ça c'est quelque chose vieux comme le monde. Et je pense qu'au contraire, ça permet d'avoir des possibilités de lecture, des ouvertures, plutôt que coller à chaque fois le discours à celui du réalisateur. C'est même un petit peu, je dirais, limité, étroit de considérer uniquement par le biais du réalisateur, alors que des fois un critique va te faire miroiter quelque chose que le réalisateur n'avait même pas conscience, lui. Hein, le réalisateur, souvent, il parle et le critique, celui qui a le regard affûté, il va travailler en fait cette matière et en faire quelque chose d'autre. On dit bien des fois que le spectateur est aussi un créateur. Ce qui il recrée le film dans son esprit. Chacun peut voir d'autres choses dans un film et le critique, lui, il a le Uber regard. Il a le regard supérieur, c'est-à-dire qu'il a un regard plus fourni d'outils qu'un spectateur normal, et il va travailler avec ces outils pour faire émerger des idées, et des fois des choses qui vont loin, hein. Et il faut jamais s'arrêter à la première impression, hein. Je tiens à rappeler l'intervention catastrophique de Capture Max sur Gladiator 2, où ils évoquent des concepts, mais s'arrêtent aux portes du concept pour rire un bon coup et passer à une autre idée, alors qu'il aurait fallu juste pousser un peu plus loin. Ça, c'est un critique qui fait pas bien son travail. Je pense, alors j'aurais bien voulu voir cette conférence sur Gaspard Noé pour voir à quel point la chose est bien verrouillée et on comprend ce qu'il veut dire, par rapport justement à Noé qui dit bah non, moi je voulais juste illustrer un trip. Mais je pense que c'est aussi assez symptomatique de ces techniciens et de ces réalisateurs qui ne pensent pas les images qu'ils font. Ils les pensent d'une façon pratique et technologique, mais ils n'y pensent pas de façon esthétique, narrative. Ils ne se disent pas là je vais faire un travelling parce que là je veux me rapprocher du personnage et en même temps je veux écraser la ligne de fond, la ligne d'horizon en faisant un mouvement en même temps, là il faut que le personnage il reste en retrait, donc ce que je vais faire, je vais utiliser cette valeur de cadre là et je vais utiliser le décor aussi qui est sur le côté, et donc ça va donner une impression que la personne est un peu délaissée, et dans le plan suivant non ça c'est on filme maintenant qu'on peut filmer tout ce qu'on veut et filmer de façon infinie. Je veux dire, on peut refaire le plan, de toute façon on peut virer les rushs, c'est plus un problème. Alors maintenant on fait un peu en liberté. Je trouve qu'on fait les plans en liberté. On a trop de liberté, donc on fait n'importe quoi. Et on verra après. Toujours un peu le problème on verra après.
Donc pour moi, il fait partie aussi, et je le regrette, hein, parce que quand même, il a une pensée qu'il développe sur 4 heures autour d'éléments sur le film d'Inox, mais ça reste un gentil petit technicien sans pensée, c'est-à-dire sans se rendre compte aussi de la masse, dans la masse de films, dans la masse de matière, dans la masse des images. Eh bien, le critique est là pour remémorer. Tout comme Luc me remémore des trucs sur ma propre chaîne, le critique est là pour remémorer en fait les images, les cinémas, les films, là où les techniciens ne sont là que pour faire des images. Hein, si un technicien réfléchissait, il est clair qu'il y a des films qui ne se feraient même pas, hein, et d'autres films qui se feraient au contraire. Hein, mais le technicien, il est là pour travailler, il n'est pas là pour poser des questions. Voilà. Donc si c'est un film de merde, tu vas quand même étalonner ce film de merde parce que t'es payé pour. Là où le critique a une liberté, il peut dire ce qu'il veut sur un film quand il est sorti. Voilà. Donc il y a aussi une différence qu'il faut noter. Hein. Le travail de mémoire, il est quand même assez important. Il est aussi important que le travail de fabrication. Mais voilà, l'université, c'est sur le regard. Mais en principe, quand tu bosses, tu es censé aussi regarder les images et te poser des questions sur leur sens, sur leur signification. Donc avoir un travail de critique. Mais il semblerait que pour lui, c'est peut-être, je sais pas, une affaire de flux, qu'il n'a pas le temps de se poser des questions, qu'il n'a pas le temps de réfléchir sur le flux. Vous savez, ces images qu'on crée, et après, ça rentre dans Internet, et après, c'est dans un tournoiement, dans un chaos. Je pense qu'il faut vraiment prendre du recul avec tout ça et ne pas se jeter sur le critique comme étant... Il y aura toujours des critiques qui feront du mauvais travail, hein. C'est pas la critique d'une mauvaise personne, mais il y aura toujours le pendant positif et le pendant négatif. Mais il faut arrêter aussi de stigmatiser le regard critique. Vous savez, quand on commence à refuser les critiques, c'est le début de la fin pour la démocratie, j'ai envie de dire. Déjà que c'est pas facile sur certains films parce que t'as l'impression que tu vas te faire attaquer par une horde sans pitié. Qu'on souhaite, évidemment, c'est qu'elle existe aussi chez le créateur, avant qu'il fasse les images. Mais généralement, c'est déjà trop tard, en fait. Les images sont déjà faites parce que les gens s'autorisent moins de temps pour réfléchir. Ils ont juste le temps de faire l'image et de passer à la suivante. Mais la question du retour critique, elle est importante. Hein. On peut pas la balayer comme ça, sous prétexte que toi, tu connais rien, fais des images et après on verra, quoi. C'est ridicule. Oui, après, Kaji, en effet, oui, Reggie fait du flux, mais c'est un flux qui a beaucoup nui à l'ensemble de la vitrine de YouTube Cinéma, les tocards de l'espace qui sont sur le devant, hein. Oui, Pandakota, tu m'avais conseillé Adelin. Oui, j'ai pas trouvé ça formidable. Hein. Sûrement que techniquement, il est très bien, mais encore une fois, faire des images, c'est son rayon. Avoir un regard sur les images et sur les films qu'il voit, je suis pas certain. Ou alors peut-être une catégorie dont il n'a pas parlé. Hein, parce que à part dire The Alpinist et Zarbardas, il y a de super images, c'est super bien foutu, ok, merci, mais bon, ça, à peu près tout le monde peut le dire. Mais mécaniquement, comment ça fonctionne? Il avait 4 heures, hein. Il a parlé pendant 4 heures. À aucun moment il s'est arrêté sur un exemple, il a décortiqué cet exemple. Aucun. L'opinion de l'artiste une fois l'œuvre divulguée vaut autant que celle de n'importe quel spectateur. Je dirais que non, parce que lui il a le petit bonus d'avoir fait l'œuvre. Donc il y a des logiques, notamment des logiques de production que lui il sait, que lui il connaît par rapport au spectateur qui en fera peut-être tout un foin d'un plan. Le réalisateur il dira non, on a juste fait ça parce qu'on n'avait pas d'argent. Donc non, il y a quand même une opinion qui est bien mieux affûtée à écouter de la part de l'auteur de l'œuvre que de spectateurs. Après, voilà, ça se noie dans la masse. Après, c'est une affaire de médiatisation. Hein. C'est toujours la médiatisation qui gagne. Hein. Si on médiatise un idiot, ce sera l'idiot qui aura raison. Hein. Et on le voit. Hein. On le voit sur le YouTube Ciné. Les idiots, ils sont là. Et on réacte à ces idiots. Et pas à des gens qui auraient peut-être mieux travaillé. Parce que si on veut mieux travailler, ça prend du temps. Voilà. Et c'est pas tout de suite que la vidéo apparaîtra. Mais on va pas faire un react 10 jours plus tard ou 1 mois plus tard. On fait un react maintenant. Donc on prend ce qu'il y a maintenant, donc des tocards. Et oui, voilà, terminé. Parce que tu peux pas faire
organiser un peu de réflexion 2 jours après la sortie du film. Ou alors tu as fait un énorme travail de questionnement au préalable. Mais bon, c'est après faire rentrer le film dans une grille de lecture et une grille de questions où c'est un peu enfermer le film dans des carcans et c'est pas, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit réellement souhaitable pour un film, de l'enfermer comme ça dans des carcans. Mais s'il arrive qu'un critique indique ce nouvel angle au réalisateur directement lors d'une interview ou un face-à-face, comment le réal pourrait-il le prendre? Bah, il sera amusé de voir ce qu'on peut tirer de son œuvre. Hein. Il y avait bien un passage qui est assez connu, qui a été plutôt relayé plusieurs fois, où tu as Spielberg qui est devant un critique ou un conférencier, je sais plus, c'est une sorte de masterclass où ils parlent tous les deux, et il y a le mec qui lui dit, bah vous savez, c'est drôle parce que dans Rencontre du troisième type, à la fin, il y a l'utilisation d'un piano pour parler avec des aliens, et c'est amusant comme l'environnement électronique et l'environnement musical donc d'art se mêlent parce que votre père est artiste, enfin votre mère était artiste et votre père était informaticien, et finalement les deux se retrouvent à la fin de votre film. Et il y a Spielberg qui a dit oh putain vous avez raison, je m'en étais même pas rendu compte, c'est incroyable et tout ça. Il était impressionné qu'on lui mette ça comme ça devant le nez, alors que lui, pour lui encore une fois, c'est comme ce que je vous disais lors de la conférence du débat sur Doomed, c'est qu'il y a des choses où on agit sans penser. Ça, c'est l'inconscient qui parle. Et après, il y a des choses qui émergent avec le dialogue, avec les questions du public, avec un critique, et qu'on n'avait pas forcément travaillé au préalable. C'est venu comme ça parce que ça nous semblait naturel. Et après, il faut juste que le critique soit dans l'envie de découvrir et l'envie de partager dans une certaine énergie positive envers le film, hein, parce qu'on peut être aussi très attaquant vis-à-vis du film sans trop se poser plus de questions. Voilà, donc si ça peut être bien perçu, hein. Mais après il faut faire attention. Moi je me rappelle encore une fois, je crois que je l'avais déjà dit, je l'avais dit lors de la conférence de Doom que il y avait un mec qui avait dit des trucs hallucinants à Lynch concernant de la lumière, je crois, dans un de ses films, et Lynch il a dit alors j'ai pas du tout pensé à ça, et le critique il s'est trouvé comme un con quoi. Donc il faut faire attention avec ça aussi. Didi Mac, tu dis c'est une évidence, mais pour faire un film de qualité, il faut apprendre la grammaire cinématographique, même s'il peut y avoir une part d'inné, et ça passe par l'analyse des films. Ouais, je suis d'accord. Sinon, tu feras des films qui ne se marqueront pas davantage. Il faut avoir un rapport technologique si tu veux faire des images, ça c'est vrai. Mais à un moment, en fait, si tu as toute cette technologie mais tu sais pas comment le raconter, t'es comme un con en fait. Il faut travailler. Mais il faut pas travailler sur l'utilisation du logiciel, il faut aussi travailler sur attends, quel angle je peux prendre et quel rythme je vais prendre et comment je vais raconter cette histoire, et se poser des questions théoriques. Et ça, la théorie, les gens fuient la théorie sous prétexte qu'on peut faire les images et le son et les vidéos assez facilement. Et après, comme tu dis Luc, il y a les contraintes de budget, de temps, de personnel, d'humain qui sont à prendre en compte. Oui, ça bien sûr. Mais là, on est déjà dans un projet plus loin encore. Après, pays, en effet, tu dis, après, on a le droit de ne pas être d'accord. Oui, mais absolument, je crois pas avoir dit le contraire. Mais c'est juste qu'il faut pas soi-même dire que le critique est méprisant ou qu'il fait n'importe quoi. C'est l'impression de te voir dans un miroir en disant ça, en fait. Mais le critique, il est là aussi pour juger, hein, de juger le goût par rapport à une masse, parce que le critique est quelqu'un qui a vu énormément de films, donc il a une espèce de moyenne comme ça de choses qu'il voit de film en film. Si c'est le 301e, je sais pas moi, chant contre chant qu'il voit dans l'année, eh bien, il a une moyenne de comment les chants contre chants sont rythmés, par rapport à quelle situation, et donc il va juger le chant contre chant du film qu'il est en train de regarder par rapport à toute la moyenne qu'il a vue, et quelles sont les constantes et les variantes qui vont faire que ce chant contre chant est intéressant ou non. C'est en cela, en fait, que justement le critique a une plus-value et qu'il peut juger. Là, c'est le processus, hein. Je dis pas que le processus est respecté 100% du temps par tous les critiques, mais en principe, c'est ce processus-là.
Le critique joue aussi sur la masse, sur l'expérience de son regard, et c'est en cela qu'il juge. Et juger ne veut pas dire, voilà, prendre de haut et tout ça. Ça c'est des espèces de clichés des années 2005 que moi j'avais déjà à l'université. Mais ça, il y a des générations, ça c'est des générations, vous savez, c'est à peu près des clichés de génération du prof de chimie en blouse, tout vieux, tout cabossé avec une espèce de fiole. Ah, les enfants, nous allons... Non mais ça c'est des trucs, là on revient dans les années 60. Alors c'est joli de venir avec des clichés, mais à un moment il faut arrêter. Il y a des conférenciers qui sont incroyables. Pas de bol, il est pas tombé sur le bon. Ouais, mais en attendant, il y en a d'autres. Les générations, elles se bousculent. Et il y a des nouveaux conférenciers, je peux vous assurer, ils valent le coup. Même des anciens, il y a des anciens qui étaient formidables. Donc bon, tout ça, c'est des postures aussi. Des postures et des clichés. Il y va au cliché dans le Adelin, dans sa prise de parole. Donc bon, je sais pas lequel est le plus méprisant, en fait, à ce niveau-là. Ce que je veux dire, Didi Mac, tu continues, ce que je veux dire, c'est que ça n'a aucun sens d'opposer réalisateur et critique, puisque les derniers sont passés par la théorie. Il y a quand même beaucoup de réalisateurs qui ne passent pas par un travail théorique. Ils sont de père en fils, ou ils sont tombés comme ça, ils sont autodidactes, ou ils font un BTS. Il y a des réalisateurs qui viennent de BTS. Tu vois, il y a quand même pas mal d'entrées, pas forcément l'université, mais au bout d'un moment, ça s'acquiert aussi. Et puis il y a aussi tous les gens qui sont autour. Ça peut être par exemple un monteur qui lui a une grosse connaissance de film et qui pourra aiguiller un réalisateur qui est beaucoup plus pratico-pratique. Donc justement la somme d'expérience des différentes personnes qui ont travaillé sur le film vont aider le réalisateur qui a peut-être pas le bagage pour concentrer l'énergie de son film. Ça c'est possible aussi. Perso, j'ai déjà vu des vidéos sur YouTube où les soi-disant critiques de cinéma contredisent les commentaires audio ou ce qui est dit dans les bonus, les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Oui, enfin, après, de quand datent les bonus? Les bonus ne sont pas forcément tous des bons bonus. Moi, je me rappelle de Karim Debache pour, je crois, un DVD de Time and Tide où il parlait du film. Je crois que c'était un truc de DVD, il me semble. C'était une catastrophe. Une catastrophe. Donc bon, les bonus, c'était un peu de la merde. Oui, non, mais après, tu as des critiques, Régis, Mathias, tu as des critiques qui sont aussi de certains bords politiques ou de certains bords de pensée qui refusent d'autres pensées, d'autres, façons de voir le cinéma. Et donc là, oui, il y a des contradictions, évidemment. Quand tu fais pas partie de l'école de pensée ou de certaines lignes éditoriales de magazines, il va y avoir des clashs, évidemment. On n'est pas tous, on marche pas tous dans la même direction quand on évoque le cinéma, et on le sait même à une échelle de spectateurs. C'est la même chose pour les critiques. Thomas Robert, tu évoques en effet la parabole chrétienne dans E.T. Oui, il peut y avoir. Encore une fois, si le propos est étayé avec des arguments et tout ça, pourquoi pas? C'est une interprétation. Ce n'est pas celle du réalisateur, mais peut-être dans l'inconscient, il y a des éléments, puisque on sait qu'il y a des récits qui se répètent et tout ça. Il y a des choses qui viennent convoquer en fait des images, des gestes, des situations, et je pense qu'il faut aussi les accepter. Après, il faut savoir pourquoi tu as envie de te rattacher à cette interprétation plutôt qu'à une autre. L'un n'empêche pas l'autre, évidemment. Mais il faut juste avoir un peu de souplesse pour pas refuser en bloc comme ça les choses. Ce n'est pas évident, mais ça peut être tout à fait possible. Mais il faut après que l'argument soit là, évidemment. Pas de pratique cinématographique sans théorie cinématographique. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà. Donc, va appliquer ça au cinéma, ça marchera aussi très bien. Bon, moi, je préfère regarder des films pour être diverti que de regarder des vidéos de divertissement sur le cinéma. Quand je regarde des vidéos de cinéma, je voudrais apprendre quelque chose ou entendre un partage d'un point de vue. Et pas juste une ribambelle d'incohérences en se moquant du film. Ça, c'est des trucs, c'est plus possible, quoi. Et c'est d'autant plus insupportable quand c'est dit par des gens qui ont une portée critique. Capture Mag, des fois, c'est un calvaire.
Je comprends pas qu'ils se laissent en fait border dans leurs idées à ce point-là, plutôt que se remettre en cause et tout d'un coup avoir un éclair. Mais attends, pourquoi on dit ça en fait? Pourquoi on rentre comme ça aussi facilement dans ce genre de considération? Reprenons un peu de recul, essayons de recreuser là-dedans. Maintenant, on est sur une génération, on est sur des générations plus âgées. Il faut aussi penser qu'il y a un panel plus large. Hein. Et puis, ça viendra en fonction des idées. Hein. Les jeunes, ils aiment certaines idées, et plus on vieillit, plus il y a d'autres qui prennent la place. Et après, il y a des critiques. On les touchait pas du bâton, et finalement, ça deviennent des critiques qu'on suit. Et c'est tout. Et ça avance comme ça, et c'est normal. Il faut essayer d'être soi-même, et pas de créer un personnage... pas créer un personnage comme ça de toute pièce, un personnage critique qui va être figé dans le temps. Ça c'est je pense un truc un peu dangereux. Toi qui t'en fous des chiffres, pourquoi tu ne viendrais pas sur Blue Sky? C'est déjà assez chiant de gérer et Discord et mon Facebook et YouTube et X. Excuse-moi, moi je gagne pas ma vie en gérant ma chaîne YouTube. Donc à un moment, tous les réseaux sociaux, moi si je pouvais en avoir moins, ça m'arrangerait bien. Hein. Donc non, je vais pas commencer à collectionner les Instagram et tout ça pour être connecté partout. Ça suffit en fait. Parce que si tu y es, il faut quand même y être. Tu vois, il faut être un peu actif. Moi, je suis déjà bien trop actif sur tout ça. Hein. Je devrais pas en fait. Donc non, je vais pas encore m'en collectionner un de plus. Hein. Et puis je suis sur X sans me soucier des chiffres non plus. Où est le problème? Parce que moi, à mon niveau, j'ai eu aucun problème avec le fait qu'on ait passé d'un pouvoir à un autre. Hein. Donc bon, pourquoi en collectionner un de plus encore, hein? Et après celui-là, ce sera encore un autre, et un autre, et un autre. Hein, comme dans le dessin animé de Donald avec les neveux, là. Encore $1, encore $1, encore $1, encore $1, ça suffit. Alors moi, je percevais pas aller sur Blue Sky, ça sous-entend quitter X. Ah non, mais au contraire, moi, ce qui me ferait chier, c'est d'avoir tous ces réseaux sociaux alignés, tous actifs, qu'il faudrait quand même que je fasse vivre. Parce que, bon, si je vais sur Blue Sky, juste pour être sur Blue Sky et taper la discute avec toi, bon, c'est un petit peu limité quand même. Hein? Non. S'il y a suffisamment de trucs qui deviennent payants sur X, qui m'empêchent de faire ce que je fais pas grand chose de particulier, hein, mais qui m'empêcherait de faire ce que je fais, oui là peut-être j'imaginerais quelque chose. Qu'est-ce que faire une critique cinéma ou une critique de film? Alors là en plus il y a Samir de Microciné qui est là, donc lui il sait encore mieux ce que c'est que faire de la critique. Faire de la critique c'est un travail de regard. Tu observes un film, mais tu n'observes pas le film comme un spectateur, comme le commun des mortels. Tu prends note de tes émotions. À partir de là, tu vas travailler en fait sur les émotions que tu as eues, sur les sensations que tu as eues sur un film, et tu vas développer en fait un argumentaire à propos du scénario, à propos des acteurs, à propos de la mise en scène, et tu vas faire jouer ton regard qui va essayer d'interpréter un petit peu ce film-là. Tu vas considérer... je vais prendre un exemple. Capture Mag, parce que je l'ai vu récemment, leur sale temps pour un film. Capture Mag évoque un moment que le Colisée de Rome, dans Gladiator 2, est filmé comme un match de football américain, avec des plans de drones au-dessus du Colisée et tout ça. Ça, c'est une observation qui est intéressante. Je dis, il y a des angles de vue pour filmer le Colisée qui seraient les mêmes angles de vue pour filmer un match de foot aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, il ne faut pas juste s'arrêter sur ça. Ça, c'est la description de la grammaire. On observe un lien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Gladiator 2 est une parabole de comment la société se comporte aujourd'hui. Corruption, des dirigeants qui sont des singes, de la violence et pour notre plus grand plaisir, de la débilité sur grand écran. C'est-à-dire du fracas, du choc et du flux, littéralement de l'eau, sur grand écran. Et il y a un plan qui me le démontre. C'est un moment dans le film, il y a les deux bateaux dans la séquence aquatique de Colisée qui se fracassent, qui s'entrechoquent. Et Scott fait un plan où la caméra est derrière les empereurs, et les empereurs sont littéralement des spectateurs d'un encadrement
du spectacle qui est devant eux. Donc la caméra est derrière, donc comme si nous, on était dans une salle de cinéma et qu'on voyait des silhouettes de gens qui regardent un spectacle encadré par le cadre de la loge des empereurs. Donc comme un écran de cinéma. Et là, on perçoit tout de suite le rapport spectactoriel et cette distance qui donne à montrer, voilà, notre société, la société présente dans Gladiator 2, c'est notre société, ou on pourrait-on dire la société américaine. Voilà. Ça c'est une pensée critique qui peut aller assez loin. Mais si on se limite à, mais le film comme un match de football américain, c'est nul. Moi, je viens pas pour ça. Pouet. Voilà. Ça c'était l'arrêt de la réflexion de Capture Mag quand ils ont fait leur sale temps pour un film. Ils sont pas allés plus loin. Et même, on va dire, pourquoi dans ce cas-là, on montrerait notre société par le biais du péplum. Voilà. Là, on peut encore aller encore plus loin. On peut creuser toujours plus loin. Bon, là, moi, je me suis arrêté là, parce que j'ai pas encore enregistré ma critique. Je suis encore en train de terminer 2-3 trucs. Mais on peut aller plus loin. Bon, là, c'est travailler un regard, une critique. Et après, Hésiode, tu travailles par rapport à ce que tu connais aussi de l'histoire du péplum, par exemple. Comment ce film se place par rapport au péplum? A-t-il une teinte différente d'autres films que tu connais? Et ça, tu peux l'appliquer sur... je vous parlais de Chant contre Chant avant. Ce Chant contre Chant-là, en quoi il se distingue des autres que tu as pu voir dans l'année, par exemple, ou un film d'animation. Tiens, cette animation, elle est un peu étrange. En quoi elle se distingue des autres que tu as pu voir dans l'année? Donc tu convoques la mémoire des films précédents pour élaborer un jugement critique sur celui que tu es en train de regarder. Ou que tu as vu, que tu viens de voir et que tu as envie d'écrire quelque chose ou d'enregistrer un podcast dessus ou d'en parler avec un copain. Tu convoques en fait toute l'expérience passée de films que tu as vu pour après arriver à un point où tu vas émettre une critique. Émettre une critique, c'est aussi un jugement par rapport à d'autres choses. D'autres choses dans le film, d'autres films que tu as vus. Et tu pourras donner des exemples en convoquant le passé, en convoquant ce que tu as vu dans l'année, par exemple. Je vais parler des films que j'ai vus de 2024. Donc des films qui sont sortis en 2024. Alors je les ai vite rapidement retrouvés. Je suis pas sûr qu'ils soient tous là. Mais bon, il y en a une petite trentaine à peu près. Bon, souvent c'est des gros morceaux. C'est pas des petits trucs. Voilà. Alien Romulus, vous avez une critique. Horizon chapitre 1, vous avez une critique. J'ai vu Bambi, vous avez une critique. J'ai vu Furiosa, vous avez une des plus longues critiques de l'année. J'ai vu aussi Kind of Kindness. Alors j'ai pas vu Poor Things de Yorgos Lanthimos, mais j'ai vu Kind of Kindness qui est pas mal. J'aime bien qu'un réalisateur tente de faire des formats un peu plus bizarroïdes, notamment le recueil de moyens métrages. J'ai beaucoup aimé le premier moyen métrage. J'aime bien l'idée que les acteurs jouent d'autres rôles comme ça dans le film. C'était plutôt agréable, toujours cette idée de l'autorité, de la règle à observer, la variante de la règle du monde, la règle de la fiction. Ça j'ai bien aimé, ça se regarde, c'est plutôt sympa. J'ai regardé Hundreds of Beavers. Non, Hundred of Beavers, voilà. C'est très sympa, c'est un peu long. C'est sur cet homme qui est dans la forêt enneigée là et qui veut essayer de survivre en tuant des castors. Et c'est un Tex Avery en noir et blanc, filmé un peu avec du bricolage, mais c'est tout à fait dans l'esthétique bricolage cartoon, comme si on avait fait dans les années 20 un cartoon des années 60. C'est plein d'inventivité, il y a des très bons gags. C'est un petit peu lourd dans le sens où les scènes, les chapitres durent peut-être un peu longtemps, mais par contre c'est très vif. Il y a beaucoup de créativité avec le montage, avec la scénographie, le plan fixe. Beaucoup d'efforts ont été donnés et c'est vrai que le film il est assez amusant. J'ai vu d'autres trucs que je ne conseillerais pas, du style Argyle. Comment balancer 200 millions dans un film pareil, c'est incompréhensible. Du bordel organisé. J'ai vu Civil War,
qui était intéressant. Ouais, bon, il y a rien de nouveau sous le préau, quoi. Je sais pas si c'est la bonne expression, mais je vous invente des expressions. Il y a rien de nouveau sous le préau. Il y a rien de nouveau à l'horizon, mais c'est la balade est sympathique, on va dire. J'ai vu Kaizen, vous savez ce que j'en pense. J'ai vu Wolves avec Brad Pitt et George Clooney. J'ai bien aimé Wolves. Je trouve que l'ambiance des deux gars tard dans la nuit là qui se rencontrent, qui ne peuvent pas se piffrer et qui essayent de régler le problème ensemble, ça marche bien. C'est assez lent, c'est bien filmé. Bon, tu sens que c'est une grosse production de luxe, hein. Mais je sais pas, l'ambiance, le dialogue entre les deux, t'as envie de savourer leur interaction. Moi, j'aime bien les deux, comme ils jouent comme ça ensemble, c'est de vieux potes. Et ça se sent hein, dans le film. C'est plutôt agréable à regarder. Hein, ça se regarde et ça s'oublie, mais en attendant, ça se regarde bien. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Smile 2. J'ai vu aussi le premier dans la foulée. J'ai vu le premier, j'ai vu le deuxième. Le concept est sympathique. Le deuxième a beaucoup de qualités, je trouve, notamment des qualités esthétiques. Et de jeu d'acteur. L'actrice qui jouait Jasmine dans Aladdin de Disney, là elle joue un autre rôle, elle joue vachement bien, elle est très très expressive, et vraiment ses regards de terreur, je les trouve terribles, très efficaces. À un moment elle est dans l'appartement, il y a plein de gens dans son appartement qui la regardent en souriant, et quand elle se déplace, les gens se déplacent avec elle. C'est un moment de flip qui est mémorable. Beaucoup de qualité sur le deuxième, encore une fois, plus d'argent, plus de moyens d'ouvrir en fait les possibilités esthétiques, les possibilités de filmer les endroits. Le premier est un peu étriqué dans son concept, le deuxième il est assez sympa. C'est une suite qui fait mieux que le premier. Voilà, à l'échelle de ce qu'est le premier, le deuxième me semble mieux. J'ai vu donc Gladiator 2, j'ai vu Terrifier 3. Alors vous m'avez entendu parler de Terrifier 3 quand j'ai fait la critique de Bambi. Terrifier 3, ça a le gros problème d'appliquer un petit peu le regret émis dans le texte montage interdit. C'est-à-dire que c'est un film qui joue beaucoup sur le montage pour faire naître l'horreur et le dégoût, mais pas sur quelque chose qui nous rapproche du réel. Tout est découpé, c'est-à-dire que la prothèse qui est coupée par la tronçonneuse où il y a du sang qui jaillit et qui gicle est désolidarisée par le montage de la tête de la personne qui hurle. Donc en fait, tu as l'impression que vraiment, il y a un plan qui a été fait à part où on coupe sur un bras, et après on fait un plan sur la personne qui crie, enfin on enchaîne avec un plan sur la personne qui crie pour créer le lien entre les deux. Sauf que quand on est habitué à ce genre de truc depuis qu'on est tout petit, ce genre de montage, en 2024, ça marche plus. Alors t'as le son qui travaille en fait ça, pour essayer de nous créer du lien. Il fait comme il peut, hein, mais en fait ça perd en efficacité. Ce qui aurait été horrible, c'est de voir dans le même plan la personne qui rampe avec sa tête absolument affolée, et en fond, derrière, le mec qui trempe sa tronçonneuse dans le corps. Et dans le même plan. Et alors là, t'aurais un moment d'effroi. Parce que tout serait ensemble dans le même plan. C'est le principe du montage interdit. Si tu veux montrer un truc impressionnant, tu fais pas un surcotage de plans égarés, séparés. Tu fragmentes pas ton action. Donc Terrifier 3 a ce problème-là, ce qui rend un peu inefficace, c'est son principe. Après, montrer Art, je crois que c'est le nom du clown, comme étant un espèce de farceur qui rigole, muet, ouais, pourquoi pas, ça donne un décalage, mais je trouvais pas ça très intéressant. Alors bien sûr, il y a du sang partout, donc forcément, ça fait monter la censure, enfin pas la censure, mais la restriction très très haut pour le film. Mais au final, je trouve qu'il y a eu beaucoup plus d'écœurement devant ce substance que devant Terrifier 3. Hein. Terrifier 3 à côté, bon, c'est de la blague quoi. C'est le too much qui fait rire, vous savez. The Substance, il y a vraiment une vraie horreur en fait du corps qui se désagrège de plus en plus, ou du corbeau qui devient laid, avec ces espèces de trucs de poulet comme ça qui sortent du corps de la fille. Ça c'est vraiment des moments d'effroi qui fonctionnent bien.
Mais j'étais d'accord avec Capture Mag quand il disait que franchement, avoir 2h20 ou 2h30 pour finalement le peu de propos, c'est un peu tristouné. Le film est bien fait, mais au final, est-ce qu'on n'a pas déjà eu ce genre de thème ailleurs Enfin, tout ça pour ça est un petit peu décevant peut-être. Et j'ai pas été très emballé par vraiment la séquence de fin où elle arrive sur l'estrade et qu'elle arrose tout le monde, quoi. Enfin, il y a des choses qui sont laissées. Et là, j'étais d'accord avec Stéphane Moïsakis quand il disait que c'était laissé comme ça un peu. Il y a des trucs, comme si c'était des restes qui étaient laissés comme ça, avec le sein qui tombe, ou l'œil qui devient un sein qui tombe comme ça, et on n'en fait rien d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait pas. C'est juste là comme ça fait joli. C'est du body horror. Bon, très bien, mais bon. Et au final, bah, on sait pas. Voilà. Allez, au revoir. Finalement, moi, j'ai pas trouvé ça terrible. Mais c'était bien réalisé, hein, mais bon. J'ai vu Sans Abri, jour 1. Bon, encore une fois, hein, aussi vite regardé, aussi vite oublié. J'ai vu Nous les Leroy, puisque j'ai regardé Kaizen, j'ai regardé les films qu'a fait le réal. Qu'a monté le monteur de Kaizen. Et donc, j'avais vu Les Visiteurs du Futur, que j'ai trouvé nul à chier. Et Nous les Leroy, qui était une sorte de film TF1 sympa, mais vraiment oubliable. J'ai vu Madame Web. Alors Madame Web, je pense qu'il y a eu un problème de production parce que il y a très peu de scènes qui mettent en valeur son budget, qui était quand même un budget assez élevé. On ne sait pas où est passé l'argent. Mais le film en manque cruellement et c'est dommage parce qu'il y avait quelques idées, mais ça s'effondre et on a l'impression que le film il dure, je sais pas, 1h30 ou un truc comme ça, 1h50, mais on a l'impression d'avoir vu que 40 minutes du film, et où est le reste, ben on sait pas, c'est pas là en tout cas. Je trouvais ça dommage, mais voilà, on pouvait s'y attendre. J'ai vu un autre film qui lui était plutôt bien fonctionnel, c'est Monkey Man de Dev Patel qui s'essaye à la réalisation, une sorte de The Raid avec un peu plus d'argent, un peu mieux confectionné. Le film, il est très beau, il est assez bien raconté, les séquences d'action sont bien faites, il y a une bonne montée dans le personnage, ça se termine un peu en queue de poisson, mais pour une première réalisation, c'est vachement bien tenu. Dune partie 2. En résumé, je trouve que c'est mieux que le premier, mais c'est toujours pas ça. Et j'ai pas prévu de faire une critique du 2. Hein. J'avais fait une critique du 1, mais j'ai vraiment pas envie de m'attaquer au 2. Hein. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai pris le 1, j'ai pris le 2, et j'en ai fait un film qui dure 3h26. Voilà. J'ai tout recoupé pour faire un film plus digeste et qui me semble être une vraie épopée plutôt que de films à part, quoi. Et puis, en tant que monteur, c'est très amusant de se dire, je vais recuter un film pour qu'il soit plus court. Donc là, j'ai recuté 2 films pour en faire un film. J'ai vu Kingdom of the Planet of the Apes. Assez sympa. C'est bien raconté. Les singes, mais on oublie que ce sont des acteurs. Hein. C'est impeccable. Dans l'ensemble, c'est tout à fait honnête. J'ai vu Rebel Moon. Alors, j'ai pas vu les versions normales. J'ai vu les Director's Cut. Ouais, bon, faire quasi 6 heures pour si peu, c'est quand même un peu tristouné, je trouve. Non, c'était pas très intéressant. Hein. De même que Deadpool et Wolverine. Oh là là, oh c'est gênant. C'était gênant. Il y a un gag qui m'a fait marrer, c'est quand il s'arme avec une nouvelle tenue. Et donc on a un montage assez cut sur les armes, les costumes qui se met en place, les ceintures et tout ça. Et à un moment, il tape sur la fesse. Et ça fait un bruit de canard en caoutchouc. Et moi, ça m'a fait marrer. Mais vraiment, c'est le seul gag. Hein. Tout le reste, je trouve, c'est à chier, quoi. Mais bon, ça a eu du succès. Alors, vas-y, on va en faire Deadpool et Wolverine 2. Et c'est parti. J'ai vu un petit film indépendant qui s'appelle Love Lies Bleeding. Ça a eu un petit succès. Il y a eu aussi une ou deux polémiques. Bon, parce qu'il y a aussi des gens qui ne savaient pas se tenir dans une salle de cinéma. Donc les filles ont eu raison de gueuler contre ça. C'est plutôt bien raconté. Moi je trouve les 2 actrices elles jouent très très bien. C'est bien raconté, c'est bien narré. Ça file là où ça doit aller à peu près, vers une espèce un peu de poésie. Les ambiances sont bien, les ambiances de nuit notamment. J'ai bien aimé.
Longlegs, j'ai trouvé ça un peu chiant, un peu long, c'est étiré. Notre désir de voir le tueur est d'autant plus forte. Je trouve que le retournement à un moment du film n'est pas très bien emballé, je devrais dire. J'ai eu un problème d'engagement avec le film, je pense. La lenteur du premier acte m'a un peu scié la branche sur laquelle j'étais pour regarder le film, et j'ai eu du mal à me raccrocher après sur le reste du film. Même si à un moment on a le tueur qui apparaît, et c'est assez joli à voir comment le tueur il apparaît dans le magasin. Il apparaît dans le magasin et après il est à bord de sa voiture et il commence à réciter des morceaux de rock avec sa voix et ça mélange avec le son. Et j'ai trouvé ça excellent. Mais voilà, il s'est déjà passé 30 minutes ou 40 minutes et c'est dommage quoi. Megalopolis, j'ai vu Megalopolis, c'est le film d'un vieux monsieur. Hein. C'est un peu triste, mais bon, c'est le film d'un vieux monsieur. Il y a quelques moments de bravoure, notamment la nuit quand il part en voiture dans les bas-fonds de la ville et il y a des voitures qui le suivent et on est dans une espèce d'environnement un peu brumeux, un peu fantasmagorique, où il y a des visions et je trouvais ça très très beau ce moment-là. Dans l'ensemble, je trouvais ça vieillot. J'avais déjà cette impression avec L'homme sans âge, hein, mais ouais, là ça me l'a confirmé. Hein. C'est vieillot. Il a pas su passer le siècle en fait. Ils veulent dire quoi avec ce film? Moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai vu aussi le film d'animation Watchmen partie 1 qui est sympa, mais bon, moi j'ai lu la BD. Là, c'est juste une application de la BD. C'est un peu dommage de refaire un film d'animation, mais bon, écoutez, ça fait vivre des gens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai vu Axel Follet sur Netflix. C'était pas bon du tout. Ça singe beaucoup les films précédents. Ça essaye de donner une énergie qu'il n'a pas. Ça a coûté 150 millions le truc. Ça ne les vaut pas. À la limite, la moitié. Je sais pas où est l'argent. Hein. On se demande où est l'argent. Hein. Mais vraiment. Hein. Les trucs en hélico, c'est ça qui a bouffé tout l'argent? C'est n'importe quoi. Black Flies, c'est une sorte de à tombeau ouvert, mais version plus actuelle. Où on suit un mec qui fait sa tournée en ambulance à New York, je crois. Moi j'ai bien aimé, mais après ce sont des suites de petites scénettes, elles ont du mal à former un tout. Mais pourquoi pas, écoutez, moi en tout cas dans la confection j'ai trouvé ça très bien. Mais je trouve que dans le scénario ça manque d'un suivi. On se demande pourquoi on le suit. Il n'y a pas une histoire qui va irriguer en fait le tout. C'est pas en tout cas l'impression que le film m'a laissé. J'ai vu Twisters aussi. Alors, ça essaye de surfer un peu sur la tendance des années 90, mais par contre, il y a un peu trop de tornades. Il y a un peu trop de spectacles, peut-être. Le film a péniblement été remboursé, mais péniblement. Les personnages sont assez clichés, mais il y a un cliché qu'on aime bien suivre. Ça se regarde, mais ça s'oublie aussi. Mais c'était vraiment pas nécessaire de faire ce film-là, mais ce ne sont pas les spectateurs qui commandent le désir de telle ou telle personne de faire le film, ou de tel ou tel studio de commander un film comme ça. J'ai vu Trap aussi. Trap de Shyamalan. L'idée est bien, mais s'étirer dans le temps comme ça m'a fait perdre un peu l'intensité de l'idée, du concept. Ça s'étire un peu. J'ai trouvé le temps long au bout d'un moment. Je pense qu'il aurait fallu peut-être recompresser tout ça. C'est compliqué de le dire comme ça, mais le film m'a fait de moins en moins d'effet au fur et à mesure que j'avançais dans le film. Est-ce qu'il est réussi? Sur l'idée, elle est bonne, mais au final, finalement, j'ai pas retiré grand-chose. J'ai vu Vice Versa 2. Déjà que j'aimais pas le premier, le deuxième, c'est guère mieux, hein. C'est agréable de regarder, je l'ai regardé avec ma coloc, ok, c'était sympa, mais on s'en fout, quoi. Vraiment, on s'en fout. Mais sur tous ces films-là, il y en a un que j'ai pas évoqué, qui serait, je pense, loin devant la quasi-totalité. Et c'est un film qui est sorti en 2023, mais qu'on a eu en France en 2024, c'est Le Royaume des Abysses. Alors ça, oh merde! Alors ça, c'est impressionnant. Et c'est d'autant plus impressionnant quand on voit le film précédent du mec, qui était une espèce de machin sur le roi singe qui était dégueulasse, nul, mais animation zéro, la bulle. Ah, c'était affreux, c'était vraiment le truc pour les, c'était un truc pour les petits, tout
pété, c'était mal branlé, c'est vraiment une animation faible pour une histoire faible. Vraiment, c'était sûrement un truc de quota, de commande qu'on lui avait fait avec un budget rikiki. Là, oh merde, oh putain, oh la claque. Mais même émotionnellement, il y a des choses qui sont prises de chez Ghibli, de chez Pixar, et ça arrive à aller à travailler ça. Moi, ça m'a beaucoup fait penser au voyage de Pi, l'Odyssée de Pi, entre la première partie qui est la fantasmagorie et la deuxième partie qui est vraiment ce qui s'est passé, et après il y a une confusion entre les deux et on ne sait plus trop, et le spectateur presque a comme choix de choisir, tout comme elle est attirée un moment entre le mec qui la ramène avec son canot gonflable, son canard gonflable, et les voix de sa mère qui essaient de la tirer, et elle est tiraillée entre les deux, elle a un voile. Enfin, moi j'ai trouvé ça, c'est hallucinant. L'animation, elle est hallucinante. Elle met la raclée, la fessée aux dernières productions flambant neuves de Pixar. Hein. Oh merde! Il y a des trucs, mais les enjeux de lumière et de couleur, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un truc comme ça. Aussi chargé. C'est chargé de dingue. C'est fou. J'ai presque l'impression que par moment que c'était de l'IA qui générait les images comme ça, tellement ça changeait de forme. Je regardais un moment le chat du héros là, qui se faisait caresser par la petite fille, et je voyais que les taches, elles changeaient de forme. Donc les taches, le pelage du chat. Je me dis ouais, là il y a un truc ondulant sur toute la séquence des abysses quoi, du rêve, qui est c'est fou. Techniquement, ça vaut déjà 8 sur 10 quoi, parce que c'est un truc, je n'ai jamais vu un truc pareil. Et c'est même pas, c'est encore autre chose que les trucs de Spider-Man là, Across the Spider-Verse et tout ça. C'est encore autre chose. Là, on est vraiment sur de la chose générée en 3D qui n'essaye pas d'être autre chose que de la 3D. Là où le Spider-Man, on joue avec les codes de comics, la 2D, le dessin, le trait crayon, le trait feutré. Là, on est vraiment sur de la 3D. Même si à un moment, on a vu qu'il y a des moments en 2D. Hein. Mais alors là, c'est... Waouh! Alors, il y a d'autres films hein, qui sortent. Hein, je sais, il y a Flow et des choses comme ça. Mais Deep Sea, Royaume des Abysses... et c'est dur hein, à voir aussi. Hein. Il y a un moment, c'est compliqué. Hein. Mais il y a une énergie dans l'image, il y a une énergie dans les choses qui apparaissent et qui bougent à l'écran. Je n'ai, je crois, jamais vu ça dans un film d'animation. À cette échelle-là, et sur une aussi grande durée de film. Ça fourmille J'ai jamais vu ça. Alors là, tu te dis, ouais, là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et je suis vachement étonné qu'il ne soit pas aux Oscars. Alors, je reviens sur ce que Draper m'avait dit, parce que j'ai pas oublié. Je t'entends beaucoup parler du propos des films, mais est-ce que c'est pas secondaire par rapport au ressenti que la mise en scène et le montage font ressentir? Y a un propos que tu peux percevoir par les sentiments et le ressenti. Le propos, oui, en effet, et pourrait être secondaire. Tu dois d'abord ressentir des choses, tu prends d'abord... en principe, tu vas voir un film pour avoir du plaisir. Hein, en principe. Hein. Y en a qui aiment se faire violence ou des choses comme ça, c'est autre chose. Mais pour avoir du plaisir, donc du ressenti, des émotions. Mais après, si tu as le choix de partir avec tes émotions et ça te suffit, et c'est très bien aussi comme ça, ou alors tu peux te poser plus de questions sur un film. Et là, tu essayes de voir peut-être un propos que tu vas aimer ou que tu vas pas aimer. Et puis il y a des propos qui vont aussi t'émouvoir. Tes propos, je sais pas si tu es sensible à la maltraitance animale, par exemple. Et Okja, son propos est de dénoncer en partie la mise en condition industrielle d'animaux pour la reproduction et pour la viande. Donc c'est un propos, mais qui va te toucher directement par la mise en scène des émotions. Tu vois, donc tout est connecté dans un sens. Tu vas être révolté contre l'utilisation des animaux pour faire de la viande parce que tu auras eu des ressentis, parce que la mise en scène t'aura fait ressentir ça. Donc c'est pas... Tu peux t'arrêter aux émotions, mais il faut pas croire que le propos est à part des émotions. Tout est lié.
Hein, tu crées des émotions pour dire quelque chose. Et ça peut être des choses aussi simples que des choses plutôt compliquées. Le ressenti, tu parles de ressenti, c'est un ressenti de quelque chose qui va t'amener à réfléchir, en principe. Mais tu peux partir seulement avec ton ressenti, et ça sera très bien aussi, hein, encore une fois. Mais les trois sont liés, à mon sens. Une question de Gabriel Sacco. Quelle est, selon vous, la meilleure chaîne YouTube cinéma? Et parmi tous les youtubeurs que vous suivez, quel est celui ou celle qui a la plus grande connaissance en cinéma? Bon, je pense que c'est plutôt facile à voir quelle est la meilleure chaîne YouTube de cinéma et quelle est celle qui a la plus grande connaissance en cinéma. Pour que ce soit quand même la meilleure chaîne YouTube, il faut qu'elle poste régulièrement. Il faut que les sujets pour moi soient divers, c'est-à-dire que je ne perçoive pas les limites de la chaîne, qu'elle soit apte au dialogue, c'est-à-dire que de dialoguer avec les autres, qu'elle passe autant de temps sur des choses qui sont de l'ordre de l'actualité pour connecter avec le présent que du passé. Donc pour moi, Gabriel, la meilleure chaîne YouTube cinéma actuellement, c'est Microciné. C'est aussi simple que ça. Et en plus, c'est celle qui a la plus grande connaissance de cinéma. De loin, sur n'importe quelle autre chaîne, c'est celle qui connaît le plus de cinéma. Mais de loin. Donc pour moi, c'est une question facile. Maintenant que Samir est dans la place... non, c'est pas Sinface. Non, mais alors l'autre là qui fait son forcing là... Non, si je devais être honnête, là sur ce qui se passe sur le YouTube cinéma, c'est Samir. Et il n'y a même pas... C'est incontestable. C'est celui qui est le plus en dialogue avec tout le monde, mais de loin, et c'est celui dont les sujets ne tarissent jamais. Alors des fois, il fait des pauses dans l'année. Ça arrive, évidemment. Je pense que en fait, il y a une pluralité de sujets qui fait la force de Samir. Parce qu'on ne voit pas la limite de ce qu'il peut faire. Et les gens qu'il peut réussir à amener. Parce que là, t'as quand même des critiques connus. Tu as des réalisateurs qui viennent. T'as des gens qui écrivent des bouquins. Des youtubeurs. C'est quand même assez inédit, hein, par rapport aux autres qui restent dans leur format tout engoncé. Et quand ils font des lives, c'est toujours avec les mêmes personnes, en boucle. Samir, il se met quand même en risque assez souvent. Et oui, il a même invité celui qui a restauré Napoléon. Ouais. Bah, il a su se faire un nom de sa chaîne pour dire, regardez, ici, il y a un espace de dialogue qui vous est consacré. Venez, on peut en parler 30 minutes si vous le souhaitez, tout ça. Il a un bon carnet, franchement, c'est impressionnant. Il y a une autre question de Jules Melon. On parlait de Here, justement. Quel est ton point de vue sur l'utilisation de l'IA dans le cinéma récemment, dans Here de Zemeckis, par exemple? Que penses-tu à l'avenir que ça puisse peut-être mettre en danger les artistes créateurs, ou au contraire les aider à aller encore un peu plus loin? Bah, ce qui serait gênant, c'est que ça remplace un métier qui était en cours. Mais après qu'un réalisateur veuille utiliser de l'IA pour quelque chose, pourquoi pas? Mais tant que c'est prévu dans le travail de production. S'il y avait quelque chose qui était fabriqué en cours par quelqu'un et qui a été après dégagé et remplacé par de l'IA, ça c'est plus dommageable, c'est plus problématique. Mais si au début d'une production on se dit on va travailler avec un département qui va s'occuper de l'IA pour telle ou telle chose, ce n'est pas un problème en fait. Le problème c'est de remplacer les gens en cours par de l'IA. Pour moi ça c'est ultra dommageable. Parce que les IA, il faut aussi de la puissance, hein, il faut du calcul, et puis il faut après retoucher ces images. Donc, on va retoucher des trucs qui sont déjà fabriqués par IA, sans que tu aies l'ossature du tout. C'est pas gagné, hein. Donc, et je pensais justement à Ridley Scott qui avait dit à un moment qu'il était intéressé par l'IA et de voir un peu ce qu'on pouvait en faire. Et des gens avaient fait un lever de bouclier contre Ridley Scott, mais au contraire, je trouve que Ridley Scott, il a bien fait. Et je pense que c'est précisément en se posant des questions comme ça qu'il arrive à être encore, par rapport à Coppola par exemple, encore dans le game. C'est qu'il essaye de travailler un peu sa façon de voir le cinéma, de voir les nouvelles technologies, à son rythme, hein, c'est pas comme James Cameron, hein, mais à son rythme, avec ses petites touches au fur et à mesure des films. Here.
J'ai cru comprendre qu'il y avait une technique d'animation, j'ai pas vu le film, hein, qu'il y a une technique d'animation des visages, de de-aging vis-à-vis d'une recherche Google, de photos sur Internet de tel ou tel acteur. Ouais, bon, on essaye de coller du jeune sur du vieux, mais ça reste du vieux. Donc moi j'ai hâte de voir le film pour voir comment Tom Hanks, qui a entre 60 et 70 ans, si ce n'est pas plus, se déplace quand il en a 20. Hein? Alors la question est aussi, est-ce qu'ils ont pris des acteurs qui sont différents en fonction de l'âge? Et ils ont collé le visage de Tom Hanks par-dessus. S'ils ont pris Tom Hanks pour quand il a 30 ans, ça va pas le faire. Ça va faire le même problème que Joe Pesci et De Niro dans The Irishman. On ne va pas en sortir de ce problème. Ça va être minable. Bon, en même temps, les deux acteurs, ils peuvent pas beaucoup bouger. Ils sont dans une pièce fixe. Ils sont dans un cadre fixe. Donc, ils risquent pas de faire beaucoup de mouvements, quoi. Non, je l'ai pas vu. Je compte pas le voir. Moi, j'ai pas des masses d'argent. Quand on voit que le prix du billet, c'est 14 €, au secours, hein. Donc, écoute, moi, je sais pas, Jules Melon, tu me proposes cette idée, mais je pense que dans un futur, on aura une technologie qui sera plus au point. Elle sera peut-être aussi même régulée. Hein, il y a eu quand même des revendications sur la régulation de l'utilisation de l'IA. Ça, il faut que ça soit régulé. C'est toujours le corps qui doit faire le travail du visage. C'est pas juste le visage qui va tout faire. Il faut que le corps soit là aussi. Et ça, le corps, ils l'ont pas transformé par l'IA. Hein. Ah, voilà. L'art n'est pas demain, tu m'as dit. Connais-tu Erwan Ingres? Je l'ai découvert récemment, conseillé par le Fossoyeur. C'est pas mal. Il traite les films simples, mais il analyse les techniques d'écriture. Oui, c'est des trucs de storytelling, mais bon, moi, le storytelling, j'ai la varicelle quand on m'en parle, donc je suis pas sûr que... J'ai vu des vidéos de sa part, mais je trouvais ça... Je m'endormais, en fait. Moi, je trouvais ces trucs de mécanique et de... Oh là 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 là, c'est pénible. Je trouve ça terrible. Le storytelling, c'est invité dans le discours et dans la façon de fabriquer les vidéos sur YouTube. Je trouve ça terrifiant. Je trouve ça pas sa place. Pas formulé de cette façon. Je devrais le formuler comme ça. Pas formulé de cette façon. C'est pénible à voir. Ça rend la vidéo pas émotionnellement, ou tu t'es pas émotionnellement impliqué dans la vidéo, dans le propos. C'est une vidéo qui semble fabriquée mathématiquement. Et je déteste cette sensation. Où le mec, il va te faire du foreshadowing, du fusil de Chekhov sur ces trucs d'analyse, là, les vidéos de Ego, ou des trucs comme ça, ou The Glad Review, tout ça, pour moi, c'est pour les neuneux, déjà. Parce que, en fait, ça utilise des techniques pour harpaguer votre attention. Tellement les mecs sont désespérés d'atteindre, en fait, le public large. Mais le public large est tellement soumis au diktat du catch, du hook. Regardez, je parle comme un attaché commercial. Le hook. Et c'est pas Capitaine Crochet là, hein. Mais c'est le crochet, c'est-à-dire on prend la personne, on la trappe. Voilà. Le hameçon. Et le spectateur, c'est le poisson. Vous vous rendez compte? Voilà, ces vidéos, c'est ça. Ça utilise des hameçons pour pêcher le spectateur. Au moment où on fait ce genre de technique, ce qu'on est, d'une part, on est désespéré. Et d'autre part, on prend vraiment le public pour un con. On ne fait pas du tout confiance à l'intelligence du spectateur. Et je pense que des gens comme Erwan font pas trop confiance au spectateur. C'est pour ça qu'ils travaillent une technique d'écriture pour engager le spectateur à ce point-là. S'ils avaient confiance dans leur sujet, ils n'auraient pas besoin de faire ça. Pas à ce niveau-là. Parce que c'est très très élaboré. Ils mettent beaucoup de temps à fabriquer leurs vidéos. Ils le disent en FAQ. Hein. Mais c'est bien parce que le public est tellement con, est tellement sujet au flux, qu'il faut l'arpaguer. Ça commence déjà par la miniature. Et comme je l'avais dit avec Cyril, avec qui j'ai beaucoup discuté récemment, donc le mec de Secret de Monteur Pro, qui change ses miniatures pour faire des miniatures plus aguichantes. Et moi, je lui ai mis en commentaire oh, cette miniature, elle est scandaleusement provocante. Je m'abonne. C'est l'idée. C'est l'idée. J'en plaisante avec lui, mais moi, en principe, je trouve ça horrible. Pour finalement une miniature qui n'a presque rien à voir avec la vidéo en elle-même. En fait, c'est ça qui me gêne aussi. On le chope, on le ficelle, on le dépiote, on le désosse, on le grille et on le sert avec de l'ail. Oui, c'est un peu cette impression, tu vois. Je suis là, je me dis, ok. Bon, en fait, moi, je suis d'une génération qui n'a pas besoin de ça.
Je viens voir la vidéo parce que je suis intéressé par la vidéo. J'ai pas besoin que la vidéo me dise reviens, j'ai des trucs à te dire. Toi, tu dis non mais du calme quoi. Lâche-moi la grappe. Avec des techniques pour engager le spectateur dès le départ, en le provoquant. Enfin, ces trucs, c'est mal poli, c'est malsain. Voilà, mais c'est parce qu'on est dans une logique de flux aussi. Hein. Isiode, tu continues avec une nouvelle question. Quand on fait un peu d'histoire du cinéma, on parle souvent par époque. En effet. Nouvelle vague. Alors, nouvelle vague, voilà, c'est aussi une délimitation dans le temps. Ça englobe un courant esthétique de pensée, d'histoire. Le cinéma d'auteur, années 70. Bon, le cinéma d'auteur n'est pas lié forcément aux années 70, mais le cinéma d'auteur est une notion dans la critique pour distinguer une pensée de réalisateur et une logique aussi par rapport à la filmographie d'un réalisateur. Les années 80, période Reagan, en effet, on a eu un... arrives-tu à voir une définition de... Ah oui, notre époque, c'est toujours compliqué, Hésiode. Il y a eu quelques tentatives, tu vois, qui sont des tentatives extérieures, de choses, de notions qui ont du mal à exister parce qu'elles sont remises en cause. J'en parlais justement avec Luc et avec Arthur quand on sortait de Gladiator 2. Je parlais de Elevated Horror et de The New French Extremism. C'était des textes... qui étaient fabriqués par des Anglais, des Anglo-Saxons. Et bon, nous, en France, on considérait pas forcément nos films français d'horreur ou gore comme les notions utilisées dans New French Extremism. Mais en attendant, il y a un Anglais qui a formulé une pensée sur un courant très récent de certains films français. Et je trouvais ça intéressant justement de se poser quelques questions. Écoute, on verra. On verra, je pense que déjà il y a eu des choses qui se sont créées avec le 11 septembre, bon ça on le sait. Il y a eu un mouvement esthétique et un mouvement de film. Il y a eu aussi des choses qui se sont passées au niveau de la technologie. Ça a verrouillé certaines façons de faire, certaines façons d'étalonner. Christopher Nolan est aussi passé par là. Ça a changé une façon de faire certains héros, notamment James Bond. James Bond après Nolan, il y a eu quelque chose qui a changé. Ou je devrais dire plutôt James Bond après Jason Bourne. Jason Bourne était en 2002, 2001 et 2003, je crois, le deuxième. Et après, en 2005 ou 2006, on a eu le Casino Royale. Et là, on a eu un passage où l'espion devient sérieux. Comme c'était formulé dans un article du Point à l'époque. Pourquoi nos espions deviennent sérieux? C'était, je crois, l'intitulé de l'article. Et on avait une image de Jason Bourne et on avait une image de Daniel Craig. Et bien sûr, après, l'IMAX a aussi été démocratisé. Donc après, ça crée aussi une façon de filmer l'IMAX. Et ça, c'est avec Nolan qu'on a eu ça. On a eu aussi après les super-héros. Ça, c'est vraiment une vague au niveau américain qui a émergé. Il faudrait aussi revenir sur un cinéma nationaliste au niveau du Japon, avec par exemple récemment le Godzilla. Le Godzilla est nationaliste et même revendique la militarisation du Japon. Ou moi je trouve ouvertement, hein, je ne sais pas si Kaji est encore là, ce qu'il en pense. Hein, mais moi je trouve que le Godzilla récent, ça a été dit dans plusieurs critiques, il y a quelque chose de l'ordre de l'envie d'être militarisé. Et je trouve que c'est pas un mal, hein, il y a une envie de pouvoir se défendre par eux-mêmes en fait, plutôt que faire appel aux Américains qui sont incapables de les aider. Et c'était déjà le cas dans Shin Godzilla, hein, ils arrivent avec leur avion, ils se fait tout dégommer. Et ce sont les Japonais qui trouvent eux-mêmes la solution. Mais avec du civil, avec les trains et du béton et tout ça. L'avenir nous le dira, ce sera beaucoup plus facile dans 10 ans de percevoir... les années 2000, on a déjà perçu pas mal de choses. Hein. Mais il y a des logiques de production, des logiques technologiques. C'est pas facile à percevoir sur l'instant. Mais il est clair que le film de super-héros, ce qu'il en a découlé, a amené... une certaine façon de percevoir le spectacle, hein, ça c'est sûr. Je pense que les plateformes ont aussi joué sur la confection, hein, la confection des films. Commencer à définir, même en 2024, il faut se lever tôt, hein. Il faut voir beaucoup de films, il faut dresser des listes, il faut créer des liens. Moi j'ai un peu autre chose à foutre que ça. Hein. Là, si vous voulez vraiment être sûr de ça, faut aller lire. Hein. Faut aller lire des textes, hein. Faut aller lire des bouquins. Il faut pas me demander à moi. Hein. Moi, j'ai pas la chaîne n'a pas la vertu d'avoir un propos d'expertise sur ce sujet-là. Je suis sensible à ce sujet-là.
Si tout d'un coup je lis un article dessus, je serais ravi de voir, de percevoir des courants et tout ça. Mais avoir une vraie... que ce soit aussi clair que cela, que la génération BBC ou le dogme ou Dom 95 ou le néo-réalisme italien, il faut le formuler, ce sont des gens qui vont faire des thèses, qui vont faire après des bouquins, comme on disait avec Samir, il le disait plusieurs fois, aujourd'hui on parle de film, on parle pas de cinéma. Ouais, parce que c'est une pensée globale qu'il faut avoir. Donc il faut avoir vu des films. On en demande beaucoup aux gens et on en demande encore plus aux gens qui sont sur YouTube. Mais non, c'est pas facile à avoir comme réflexion. Mais il faut formuler un texte qui aura une idée centrale et qui désignera des films. Mais moi, je voudrais bosser sur l'Elevated Horror pour savoir un peu ce que c'est et lire le texte original. Mais il faut que je prenne le temps, mais j'arrive pas à dégager du temps pour le faire. Donc ce sera quand j'aurai du temps. Alors, Stéphane Michel m'a posé quelques questions. J'aimerais t'entendre dire quelques mots sur la projection et la réception de Doomed au club de l'Étoile. Vous avez eu tous la vidéo chez Samir de Microciné. Moi j'ai un petit peu stressé, mais finalement tout s'est bien passé. J'ai eu quand même pas beaucoup de gens, il y a eu peut-être entre 15 et 20 personnes, mais sur la quasi-totalité de ces 15 et 20 personnes, la plupart c'était des gens que j'avais invités. Donc c'était pas des gens qui venaient pour le festival, mais des gens qui venaient pour moi. Notamment une personne, je la salue, elle était venue d'une autre région pour me voir. Et ça c'est... je passais l'après-midi avec elle, on a mangé, on a bien discuté, c'était très agréable. Donc je la salue. On était tous, moi j'étais au garde à vous très très tôt, avec un qui était venu aussi très tôt à cause des grèves et des problèmes de transport. C'était bien agréable. La sensation que j'ai eue en salle, étant donné que la vidéo n'était pas prévue pour une salle de cinéma, bien autant visuellement c'était impeccable. Je trouvais ça plutôt impressionnant d'avoir un rendu de 1080p, mais à l'écran t'as l'impression que c'est du 4K quoi. C'était super. Au son, là, j'avais un peu plus de peine parce que les basses écrasaient tout. Des fois, les voix étaient un peu dures à entendre. Les coupes, le montage et tout ça, c'est vrai que c'était assez digeste. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était beaucoup plus digeste que sur Internet directement. Et les questions-réponses, j'ai beaucoup aimé. J'étais un peu stressé parce qu'à un moment, il y a Samir qui me met un petit coup de pression là. Et j'étais un peu décontenancé, mais bon, j'ai pu rebondir. Et après, il y a Cyril qui venait à la rescousse pour me dire ouais, mais bon, vous savez, quand on est monteur, on prend les rushs. On considère finalement les captures que tu as pu faire des films comme des rushs et on leur fait faire ce qu'on veut. Et il a raison. Sauf que moi, j'avais un peu du mal à formuler cette idée auprès de Samir. Mais c'était bien. Ce moment, il était bien. J'étais content d'avoir l'opportunité de montrer le travail comme ça. Est-ce que tu as vu des cinéastes, des acteurs, des actrices émerger cette année? Pas vraiment. Pas vraiment. Je n'ai pas la mémoire d'un truc qui m'aurait marqué. J'ai pas cette mentalité à percevoir l'émergence comme ça. Non, je pourrais pas te dire. Je n'ai pas l'esprit formaté pour tu vois, faire les connexions et me dire ah, elle vient d'apparaître cette actrice comme ça dans le paysage et elle a quelque chose à raconter ou un réalisateur. J'ai du mal à tu sais, puisque je regarde des films, je pense, et c'est du fait que je regarde des films un peu dans le désordre, Stéphane, je pense que puisque je regarde plein de films d'années différentes, j'ai du mal à me concentrer sur l'année même et donc à voir quelque chose comme un bourgeon apparaître devant moi, tu vois. Donc j'ai du mal à percevoir tout d'un coup que quelqu'un émerge ou non. Et je pense que c'est en cela que c'est très difficile pour moi de répondre directement à ta question. Si je prends les films que j'ai vus en 2024, c'est-à-dire pas beaucoup, même là, j'ai du mal à te dire ça a monté ou Zendaya. Parce que Challengers, j'ai vu aussi Challengers maintenant que j'y pense. Je sais plus s'il date de 2023 ou de 2024. Challengers était intéressant. Zendaya joue mieux
que dans Dune. On verra si Lily Depp, là, elle va se débrouiller dans Nosferatu. Parce que bon, elle a joué dans quelques films, mais bon, c'est pas des films glorieux, hein. Donc là, faut voir. Non, je saurais pas te dire. Des articles, vidéos, blogs, vlogs qui t'ont donné cette année un nouvel angle de lecture à un film particulier. Non. Non. Moi, je conseille Criticat. Je lis de plus en plus de leurs textes. Il y a quelques textes qui sont intéressants. Mais non, il n'y a rien comme ça qui me vient en tête de particulier. Hein, vraiment quelque chose où je me dis, là, il y a un coup de génie. Non, je suis désolé. De même que pour les bouquins, moi, c'est une catastrophe. Je lis pas. Ou très peu. J'entends de bouquins, vraiment des trucs concrets. Et du texte, hein, du papier, quoi. Je lis pas. Donc je ne peux pas répondre clairement à ta question numéro 3, ni question numéro 4. Tes cinémas préférés de la capitale? Ben, étant donné que les cinémas sont si chers, et que j'ai pas de carte d'abonnement, en fait, c'est vite réglé, en fait, mon cher Stéphane. Je ne vais pas au cinéma. Je vais au cinéma tous les 2 mois. Tous les 3 mois. Ça dépend. Mais je vais très peu au cinéma, hein. Donc moi, je fais pas le tour du quartier, hein, je t'assure, hein. Donc, bon, écoute, je suis allé 2-3 fois au Reflet Médicis, mais bon, avec les problèmes qu'ils ont eu récemment, là, je suis pas sûr que... Je sais pas où ça en est d'ailleurs cette affaire, mais bon, ça la fout mal, quoi. Donc, je peux pas te dire, moi, j'ai pas fait le tour des salles de cinéma, moi, j'ai pas vraiment, je t'assure, hein, j'ai pas beaucoup de fric, hein, donc je peux pas dépenser de l'argent comme ça. Si j'avais plus d'argent, ouais, je ferais. Mais là, c'est pas le cas. Donc non, je ne peux pas faire je peux pas faire du tourisme de salle de cinéma dans la capitale. Je te remercie de m'avoir posé ces questions, Stéphane. Eh bien, écoutez, je vais aussi répondre à une question de Peggy, qui m'avait posé une question. Y a-t-il des vidéos ou des collaborations que tu as regretté de faire ? Bah, dans un sens, non, parce qu'à chaque fois, regretter, je pense pas que ce soit un regret, mais plus une leçon de l'avoir fait de cette façon. Que ça soit le Debache, que ce soit Forces Occultes, que ce soit Conan le Barbare, que ce soit même le message. Le message, je n'ai jamais fait la vidéo. Et pourtant, j'ai le texte. Pourquoi ? Eh ben, parce que tout simplement, c'est sur la vie du prophète. Et j'en avais parlé avec Samir. Si je sors la vidéo avec un mot de travers, alors là, ça va être ma fête. Donc, bon. Est-ce que j'ai envie de ça ? Pas forcément. En plus, j'ai aimé le message. Ou le messager, je sais jamais. J'ai aimé le film sur le prophète, sur la vie du prophète. Il y a des trucs qui sont vachement bien dans le film, esthétiquement. Notamment, montrer le prophète en le montrant pas. C'est-à-dire en étant en caméra vue subjective du prophète. Où il y a des gens qui regardent face caméra parce qu'ils regardent le prophète. C'est une trop bonne idée. C'est une super idée. Mais c'est une vidéo que je n'ai jamais fabriquée. J'ai le texte depuis 10 ans. Bonsoir, j'ai une petite question. Est-ce que l'on peut approcher la critique de film de la critique littéraire, faire émerger du sens à partir de la forme, à partir de la grammaire de cinéma? Oui, je pense que c'est le cas. On peut critiquer des poèmes en littérature, donc on peut critiquer aussi de la poésie au cinéma, notamment tous les effets esthétiques, à quoi ils servent, est-ce qu'ils auraient mieux servi autrement, est-ce qu'ils sont pas gratuits? Tu vois, par exemple, le travelling compensé, il est utilisé dans certains films à bon escient, et dans d'autres films, c'est n'importe quoi. Ou alors, c'est dans un sens qui n'est pas un sens dramatique, pourrait-on dire. Là, c'est déjà une pensée critique. Dans Vertigo de Alfred Hitchcock sur Froide, eh bien, on utilise le travelling compensé. Donc, on fait un travelling et on dézoome, ou on fait un travelling arrière et on zoome. Donc, les deux mouvements, un mouvement optique et un mouvement physique de la caméra vont s'entrechoquer et créer une espèce de distorsion de l'espace. Ça crée un effet de vertige pour le personnage joué par James Stewart. Donc c'est un effet de vertige, de chamboulement.
là où on peut avoir une portée critique, parce qu'on a eu des exemples avant, quand on te fait cet effet-là pour la danse des deux idiots, là, des deux hommes dans RRR, là, la musique connue, vous savez, la chanson connue dans RRR, où ils sont en train de danser là dans le jardin, et on te fait un travelling compensé à ce moment-là, l'effet, la technique, cet élément de langage de cinéma n'est utilisé que pour un effet esthétique d'excitation, mais plus pour un effet dramatique. Et donc là, on a une portée critique sur un effet stylistique, tout comme on peut critiquer des alexandrins ou des tournures de phrases ou le fait qu'on fait l'ellipse temporelle dans l'écriture d'une scène d'un moment qu'on aurait souhaité voir, donc ça veut dire aussi quelque chose dans un texte, et bien dans un film c'est la même chose. Je pense qu'on peut approcher, ce ne sont pas les mêmes outils, ce n'est pas le même langage, mais on peut approcher aussi la critique littéraire et la critique d'un film. Là, je vous ai fait une petite démonstration avec le travelling compensé, mais ça peut être pour le montage, ça peut être pour les couleurs, ça peut être pour la symbolique de tout, ça peut être pour les ellipses, moi je sais le montage, pour les mouvements de caméra, le tout ensemble, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Donc oui, je pense qu'on peut tout à fait se rapprocher. Tu connais Monsieur Paf, il a fait un bingo de film, il est marrant. Ah mais Epata, j'ai fait le bingo de Monsieur Paf. Il faut que tu ailles regarder dans les rediffs. Je suis passé chez lui. J'étais enchanté d'ailleurs. Moi je regarde son émission sur Twitch. Quand il fait une émission. Ça dépend des fois des sujets. Mais moi je regarde. Avec Brivan là, moi je trouve le duo il marche bien. Les bingos sont toujours très intéressants. Je prends des notes des fois sur des films à regarder. Et moi j'étais passé. Alors il faut que tu regardes dans les rediffs, une des rediffs qui dure plus de 5 heures. Parce que bien sûr quand je suis passé, tu peux bien te douter c'était pas pour 1h30. Je crois que j'ai fait 3 heures. Donc ouais non c'est très long. Donc regarde les trucs 5 heures, 5h20, 5h30 de vidéos. Ça date d'un moment quand même. Il faudra que tu remontes un petit peu. Ça c'est une bonne émission Twitch. Monsieur Paf il est ouvert, il regarde beaucoup de films, donc il a une ouverture d'esprit sur ce qu'on peut lui proposer. Il est curieux vraiment. Il a une bonne énergie positive. Moi je le trouve bien. Il est très bien, vraiment. Les gens qui se soucient de la politique dans le cinéma, je trouve ça peu pertinent dans le sens premier, qu'est l'acceptation artistique d'une œuvre. Mais ça reste mon avis. Ce que moi je perçois de la politique dans le cinéma, c'est que ce n'est pas ce que je regarde en premier. Je ne nie pas l'existence de la politique dans un film ou d'une esthétique qui amène à une réflexion politique ou à un point de vue politique, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a du mal à émerger en premier lieu quand je regarde un film ou quand je veux en parler. Mais je suis tout à fait apte à le percevoir si on me demande de le percevoir, débattre si j'en ai vu des ficelles dans le film. Mais c'est souvent des choses où on s'extirpe très rapidement du film pour parler de la réalité. Or moi je veux parler du film. Donc je trouve que la politique a du mal à exister dans le film. Ah, alors Arthur, tu m'as posé une question. Est-ce que tu vas faire une vidéo spéciale bruitage sonore au cinéma? J'ai une vague idée de ce que je pourrais faire, mais ça nécessiterait pas mal de travail. Mais c'est possible. Ce sera pas juste une vidéo avec du noir où il y aura que du son. Mais je pourrais, par exemple, travailler sur le fait de comment resonoriser une scène. Voilà. Quel son est important, par exemple dans l'animation? Quels sons nous identifions? Et quels sons sont importants? Mais là, il faudra avoir des notions en mixage, il faudra avoir des notions en sound design, il faudra avoir des bruiteurs en interview. Enfin, je me poserai des questions sur ça à un moment, forcément. Je n'exclus pas l'éventualité, mais c'est absolument pas à l'ordre du jour actuellement. Ah oui, alors ça, j'ai découvert ça. J'ai trouvé un truc assez choquant. Moi, ça m'a choqué. Est-ce que vous saviez qu'il y a eu du review bombing donc sur les notes de certains films sur des sites, notamment sur des films du style Les 7 samouraïs, mais uniquement sur les notes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui notent
volontairement bas certains films qui n'ont aucune raison d'être notés bas. Hein. Ils s'occupent juste des notes parce qu'ils sont incapables de... Ce sont des gens qui ne sont pas assez intelligents pour fabriquer des textes, en fait, pour faire des papiers. Sur Allociné et sur IMDb. Ça se fait dans les jeux vidéo, mais je pensais pas du tout que ça se faisait pour les films. Je savais que pour les jeux vidéo, ça se faisait. Pour des questions de leak, d'informations, de mauvais travail d'influence. Et sur Allociné, les 7 samouraïs s'est pris une raclée, alors qu'il y a... Franchement, tu vois le film, il n'y a aucune raison qu'ils se prennent une raclée. Et c'est pour les faire dégager... J'ai lu ça. Pour les faire dégager et faire baisser les notes pour les faire dégager de top 250 IMDb. Je trouve ça, mais c'est hallucinant. Pour faire monter d'autres films à sa place. J'ai pris cet exemple, mais il devait y en avoir d'autres qui devaient avoir un cas de figure similaire. Hein. Et bien sûr, évidemment, sur X, on a des gens qui ne peuvent pas supporter certains réalisateurs, notamment qui ne supportent pas les Marvel ou qui ne supportent pas les Nolan, les films de Nolan. Et donc, ils considèrent que ce sont les publics fans de Marvel, donc les Marvel Zoos ou les Nolan Zoos, qui auraient fait ça pour mettre les films de Christopher Nolan sur le haut du panier ou des Marvel sur le haut du panier plutôt que des films de répertoire comme les 7 samouraïs. Considérer que ça vient d'une catégorie de fans de tel ou tel film, au niveau mépris, on est pas mal perché. Hein. Je trouve ça complètement what the fuck. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Vous saviez que ça existait pour les films? Parce que pour les jeux, ça existait. Hein. Helldivers, Dragon Age, là le dernier Dragon Age. Qu'est-ce qu'il y a eu récemment encore? Concorde, des trucs comme ça. Ça a été violent. Hein. Mais sur les films, moi, c'est la première fois que j'entendais ça. Je suis un naïf, très probablement. J'étais surpris de ça. Quand Durandal a fait ses mauvaises vidéos sur En temps n'importe le vent, il n'y a pas eu de... Ouais, je suis d'accord. Kaji, tu as raison, c'est vrai. Mais ce n'est pas lui qui l'a initié, oui. Il a juste gardé le flux tendu. Ça peut se faire pour les films de plateforme, tu me dis, Isiod. Ok. Les Évadés. C'est très sympa, hein. C'est très sympa comme film. Hein. C'est très chouette. Merde, quoi. Même The Dark Knight est plus intéressant que Les Évadés. Il est plus intéressant esthétiquement, il est plus intéressant dans l'histoire du cinéma américain, il est plus intéressant dans ce qu'il raconte aussi, dans les propos. Il dit plus de choses sur l'histoire, sur une autre période, que Les Évadés, qui est juste un très bon film de prison. Parce qu'à un moment, The Dark Knight, il était très 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 haut. Hein. Je sais pas où c'est stabilisé actuellement sur IMDb, mais il était très haut. Il était peut-être un peu trop haut, mais dans top 250, comme représentant de films de super-héros, pour moi, il les vaut. Hein. Mais bien sûr, plus on avance, plus ça va être compliqué de faire rentrer tout le monde dans le pot, hein. Évidemment, donc il va y avoir quelques films qui vont dégager. Hein. Je suis d'accord avec toi, Firetiger. Pour les jeux, oui, c'est un moyen de faire entendre sa voix. Je suis d'accord. C'est assez violent quand même de le faire, mais ça peut parler, Mais il faut le faire pour des bonnes raisons. Parce qu'à un moment, je crois me souvenir que c'était pour Total Warhammer 3. C'est ça, Total Warhammer 3. Il y a les Chinois qui ont fait un review bombing très agressif parce qu'il y avait une mauvaise communication autour du jeu en Chine. C'était pas parce que le jeu avait fait un mauvais truc vis-à-vis de son public. Non, c'était parce qu'il y avait un problème avec les influenceurs chinois qui faisaient n'importe quoi et il y a eu une censure vis-à-vis du jeu par rapport à ça. Et ça, c'est pas possible. C'est pas le jeu qui avait une erreur vis-à-vis du public chinois. C'était vraiment une affaire de com. Et faire subir au jeu l'affaire de com, ça, c'est pas normal. Mais bon, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui sont cons, hein, ils font n'importe quoi. C'est utiliser bazooka contre une fourmi. Ouais, il y a un peu de ça. Hein. Ouais, les DLC abusifs. Ah bah oui, bien évidemment. La protestation contre un réalisateur. Mais le réalisateur, il n'en a rien à battre du IMDb. Hein. Donc bon, c'est juste des guerres de gang. Hein. Là, on est à ce niveau-là, c'est des guerres de gang. Hein. En fait, moi, je considère que Les Évadés, c'est très bien, mais quand tu essaies de voir un peu les auras qu'ont les films de la liste, Les Évadés n'a rien à faire là. Hein. Mais rien à faire là. Rien du tout. Le cuirassé Potemkin, Citizen Kane, Vertigo, Psychose. Il y a des poids lourds, hein. Et des poids lourds qui sont dans le temps, qui ont duré dans le temps, qui sont évoqués en école de cinéma. C'est des trucs qui durent dans le temps.
c'est du répertoire, c'est du classique. Personne n'évoque Les Évadés en école de cinéma, hein. Ça n'existe pas, hein. Il a une toute petite aura. Il est bien fait, il est bien confectionné, ça marche bien, mais c'est pas un film qui a une aura, hein, qui a une aura étendue. C'est pas il faut sauver le soldat Ryan ou Jurassic Park, si on prend des exemples un peu plus récents. C'est pas vous savez, des belles réactivations du style La La Land. Moi je trouve que je l'ai revu récemment pour mon prochain mashup. Et quand même La La Land, alors je l'avais pas trop aimé à l'époque, mais il faut dire quand même ce qui est, c'est que c'est sacrément bien foutu, quoi. C'est une belle réactivation, c'est un beau film. Là, Les Évadés, on est un peu loin derrière, hein. C'est sa place au classement qui a fait son aura limite. Ouais, t'as raison. Bonjour, t'as raison. Il y a un peu de ça. Oui, donc ce review Bong Bing, c'est une des questions que je m'étais... Une des choses comme ça que j'avais remarqué tout au long de l'année, en parcourant des Discords et des forums. Je découvre ça, tu te dis non mais c'est pas vrai.